Ma mère a jeté son dévolu sur elle, et comme dans les mères juives, elle se mêle toujours de la vie de ses enfants, et notamment de la mienne. Et donc elle m'a dit, cette femme est pour toi. Je lui ai dit, je te rappelle juste que je suis fiancé, et que cette jeune femme est mariée. Pendant 4 ans, elle va simplement subir des contrôles sur ce grain de beauté qu'on lui aura enlevé. Et puis encore une fois, on pense que ces contrôles sont anodins. Le médecin qu'elle était totalement désemparé face à la fois à la jolie femme qu'elle avait en face d'elle et face au dossier qu'elle ouvrait et qui ne correspondait pas à la femme en pleine santé qu'elle avait devant elle. Et puis 4 ans plus tard, elle va tousser et 3 semaines plus tard, elle mourra de ce mélanome. Elle me dit à chaque fois que Lydie quittait mon bureau à Gustave Roussy, elle me disait ma fille va avoir 8 ans, ma fille va avoir 9 ans. Ça voulait dire il faut que je tienne, comprenez-moi. Bonjour Roland Pérez. Bonjour Valérie Darmon. Alors je suis ravie de vous retrouver en studio vidéo à Europe 1. On a tellement travaillé ensemble en studio radio. C'est vrai. Que là maintenant on se voit en vrai. Bon, on se voyait en vrai en studio, c'est vrai. Ça me paraît très naturel de toute voilà, façon. Bah exactement, hein. C'est pas comme si on se connaissait pas en même temps. Alors je vous reçois aujourd'hui parce que vous avez publié votre 2e roman, qui est la suite de votre premier roman. Le premier était consacré à votre maman, et quelle mère. Le second est consacré à votre épouse, et quelle épouse. Exactement. Voilà, donc à l'amour, toujours de l'amour. C'est ce que nous courons tous après l'amour dans cette vie, en tout cas. L'homme n'est pas fait pour être seul, comme je le dis souvent. Et quand la vie veut, elle veut vraiment. C'est un peu votre histoire avec Lydie. Exactement. C'est vrai que l'histoire avec Lydie a commencé très bizarrement, puisque Lydie était mariée, ce que je ne savais pas lorsque je l'ai rencontrée sur les bancs de l'école d'avocat. Moi-même, j'étais fiancé, donc vraiment rien ne disait qu'on aurait pu faire notre vie ensemble et ensuite avoir 3 enfants. Il s'avère que les fêtes juives nous ont rapprochés puisque c'était la Pâque juive. Quand on s'est rencontrés, on était donc à cette fameuse école d'avocat. Elle ne savait pas où déjeuner. Moi-même, je commençais à inviter des amis autour de moi et je lui ai proposé alors que je ne la connaissais pas. Et ensuite, tout s'est déroulé extrêmement vite. Ma mère et elle se sont rencontrées à cette occasion. Ma mère a jeté son dévolu sur elle. Et comme dans les mères juives, elle se mêle toujours de la vie de ses enfants, et notamment de la mienne. Et donc elle m'a dit, cette femme est pour toi. Je lui ai dit, je te rappelle juste que je suis fiancé et que cette jeune femme est mariée. Mais rien n'était irréversible pour ma mère. Et elle va avoir raison, si ce n'est que les choses vont encore un peu plus se compliquer, car mon meilleur ami va tomber fou amoureux de Lydie, et je vais le laisser tomber amoureux, puisque moi-même, je suis avec quelqu'un. Et Lydie elle-même va divorcer très vite, non pas pour mon meilleur ami, mais elle va décider de divorcer dans les 6 mois de son mariage. Et donc mon meilleur ami et elle vont vivre une très belle histoire d'amour, si ce n'est que Lydie va quitter mon meilleur ami. Et là, mon meilleur ami va rentrer dans une dépression dont il ne sortira pas, et moi avec, parce que je vais être très ennuyé pour lui, extrêmement triste pour lui. Ce que je ne sais pas encore, c'est que finalement, quelques mois après, c'est moi et Lydie qui allait connaître une grande histoire d'amour, ce qui fait qu'on va très vite se marier et avoir 3 enfants. Une histoire d'amour qui a duré jusqu'à la fin pour votre épouse. Absolument. Jusqu'à la fin, puisque 17 ans plus tard, hélas, Lydie a connu les affres de la maladie. On lui a découvert un mélanome. Nous ne savions absolument pas ce que c'était. On savait que c'était un grain de beauté qui avait mal tourné, mais on ne connaissait pas l'issue fatale de ce grain de beauté. Et il s'avère que pendant 4 ans, elle va simplement subir des contrôles sur ce grain de beauté qu'on lui aura enlevé. Et puis encore une fois, on pense que ces contrôles sont anodins. En tout cas, c'est ce que je pense moi. C'est ce qu'elle pensait peut-être au début. Je ne vais pas suivre vraiment ces contrôles puisque ma femme va me mettre à distance avec mes enfants de ces contrôles en me disant qu'elle gère parfaitement ça et qu'il n'y a rien à voir. On travaille ensemble dans le même cabinet d'avocats. Et puis 4 ans plus tard, elle va tousser et 3 semaines plus tard, elle mourra de ce mélanome. Et je vais donc rester avec mes 3 enfants de façon tout à fait inattendue, car je ne m'attendais absolument pas que à ce que ma femme puisse partir dans ces conditions, mes enfants aussi. J'avais encore un enfant, ma dernière fille avait 11 ans. Donc ça a été extrêmement bouleversant, choquant. Et on a mis du temps à comprendre et à se relever de ce départ. En revanche, vous n'allez pas rester sur les interrogations, parce que la vie étant ce qu'elle est, surtout la vôtre, il y a de nombreuses synchronicités, et une d'entre elles est juste magique. Ouais. C'est lorsque vous prenez un avion
pour partir en Israël. Oui, je pars en Israël. Et sur le retour, dans l'avion, je suis à la place 26B. Et celle qui est à côté de moi, qui occupe la place 26C, n'est autre que la jeune cancérologue qui s'était occupée de Lydie. Et lorsqu'elle va découvrir qui je suis, nous allons parler pendant 5h30 de Lydie. Et là, je vais découvrir des choses absolument incroyables. Tout d'abord, je me posais la question de savoir si Lydie se savait atteinte de ce mal irrémédiable. Est-ce qu'elle savait son pronostic vital engagé? Comment se passaient les visites? Pourquoi finalement aucun traitement n'avait été mis en place? Puisque par définition, elle me disait toujours en revenant que tout allait bien. Et là, je vais découvrir qu'en fait, oui, Lydie savait le mal irréversible. Oui, elle savait que l'horloge commençait à tourner. Mais qu'elle avait refusé les traitements dans la mesure où on lui avait assuré que, enfin en tout cas on ne l'avait pas assuré que les traitements marcheraient et qu'elle allait se retrouver extrêmement affaiblie et dans l'incapacité de s'occuper de ses enfants, détériorée physiquement, ce qu'elle ne voulait pas non plus, tout cela sans avoir la certitude que ces traitements marcheraient et le médecin qu'elle était totalement désemparé face à la fois à la jolie femme qu'elle avait en face d'elle et face au dossier qu'elle ouvrait et qui ne correspondait pas à la femme en pleine santé qu'elle avait devant elle. Donc elle était désemparée, elle se demandait si elle devait insister pour finalement donner ce traitement. Et puis elle va s'apercevoir qu'en réalité, Lydie va tenir 4 ans avec un cancer d'un grade 4, qui donc était très, très avancé à l'époque, on était en 2006. Et, Ce qui est un miracle? Ce qui était un miracle, oui, c'est une sorte de miracle, parce qu'avec un grade 4 sans aucun traitement, surtout à l'époque où les traitements étaient moins ciblés qu'aujourd'hui, les traitements sont beaucoup plus ciblés aujourd'hui, à l'époque ils ne l'étaient pas, ça relevait du miracle, absolument. Donc elle va me révéler tout ça, et je vais être totalement décontenancé d'apprendre que ma femme a vécu en réalité dans cet isolement douloureux, tout cela par amour pour nous, par amour pour ses enfants, par amour pour moi, pour faire en sorte que les 4 années que l'on passe soient les plus belles, soient les plus fortes, celles qui vont nous construire pour l'avenir. Chaque fois qu'elle quittait le médecin, c'est ce que va me révéler le médecin lorsqu'on sera au chariot bagages, elle viendra me voir et elle me dira « Votre fille Ludivine doit avoir 12 ans, non ?» Et je lui dis « Mais vous connaissez Ludivine, vous connaissez son âge ?» Elle me dit à chaque fois que Lydie quittait mon bureau, à Gustave Roussy, elle me disait ma fille va avoir 8 ans, ma fille va avoir 9 ans. Ça voulait dire il faut que je tienne, comprenez-moi. Et c'est sur ces paroles qu'on va se quitter. Je vais donc découvrir encore une autre Lydie, une autre face de celle que j'aimais. Vous connaissiez. Et les miracles ne s'arrêtent pas là. Alors le 26, on va quand même le dire, vous avez parlé du judaïsme, c'est le tétragramme, c'est la numérologie d'un des noms de Dieu dans le judaïsme. Donc vous êtes assis à la place 26 et elle est assise à la place 26. Et ensuite, il y a d'autres miracles qui sont encore plus paranormaux. Parce que j'ai lu votre livre, donc moi je les connais. Racontez-nous. Oui, moi je n'ai jamais cru à la voyance, et en plus dans la religion juive, je suis assez croyant, et dans la religion juive, on se dit qu'il ne faut absolument pas convoquer les âmes, il ne faut pas les déranger. Et donc, quand 8 jours après le départ de ma femme, je vais recevoir l'appel d'une amie qui est agente littéraire, et qui s'occupe notamment d'une médium qui me connaissait bien, j'étais son avocat, elle connaissait bien ma femme, elle était aux obsèques de Lydie. Quand 8 jours plus tard, elle va m'appeler, elle va me dire qu'elle a reçu la visite, que son auteur a reçu la visite de Lydie. Et donc là, je vais être totalement paniqué, totalement effrayé. Je me dis, on n'a pas le droit, je ne sais pas, il ne faut absolument pas que j'aille plus loin. Et donc, je vais lui dire que je ne veux pas savoir et que ça ne m'intéresse pas. Le temps va passer, ça va beaucoup me questionner en me disant, mais comment elle a pu recevoir la visite de Lydie ? Ça va me triturer l'esprit jusqu'au jour où je vais rencontrer un jeune rabbin qui m'a l'air ouvert un peu à l'ésotérisme. Donc je vais lui poser la question. Je lui dis, est-ce que c'est possible que des âmes qui viennent de partir puissent aller à l'encontre, enfin aller à la rencontre de voyants ou de... Alors je pensais qu'il allait me balayer tout ça d'un revers de manche. Et il me dit, c'est possible, oui. Si cette âme vient directement pour essayer de vous contacter, parce que les âmes, elles passent à travers des médiums, des gens qui
qui sont réceptifs, Les mais instruments, en fait. ils savent pas où délivrer le message. Si là, il y avait une porte pour délivrer le message, il était tout à fait possible que ce soit votre femme, et il aurait fallu que vous l'entendiez. Et là, je vais être très surpris et déçu, parce que je me suis dit, j'aurais dû donc l'entendre à cette époque. Mais les choses sont bien faites. 2 ans plus tard, cette même amie, cette même agente littéraire va de nouveau m'appeler en me disant, écoute, pardon de t'embêter, pardon de te déranger, je sais que tu ne veux pas en entendre parler, mais figure-toi que mon auteur a de nouveau reçu la visite de Lydie, est-ce que tu accepterais de lui parler? Et là, évidemment, je vais l'appeler, nous allons parler ensemble, elle va me demander de la rappeler à une certaine heure, et au moment où je vais la rappeler, ou au moment où elle va me raconter avoir reçu la visite de Lydie, Lydie va s'inviter dans la conversation. Au moment où nous sommes ensemble au téléphone, elle va me dire qu'elle a terriblement froid, que c'est terrible, mais qu'elle la voit devant elle, qu'elle est là avec son immense sourire, qu'elle est tout en blanc, qu'elle est resplendissante. Et là, elle va lui délivrer un certain nombre de messages. Le premier message va être que j'enlève l'alliance que je portais de Lydie. Elle ne pouvait pas la connaître, cette médium, je ne la connaissais pas, elle était à Nice, j'étais à Paris dans mon bureau. Elle me dit, vous avez une alliance de votre femme que vous portez. Elle veut que vous l'enleviez parce qu'il faut que vous vous détachiez d'elle, il faut que vous continuiez votre vie. Vous ne pouvez pas rester attaché à elle. Elle vous remercie infiniment pour tout ce que vous avez fait. Elle me dit ça à chaque fois avec des spasmes parce qu'elle a très froid, parce que c'est compliqué de traduire ce que lui dit Lydie. Et puis elle va me parler de chacun de mes enfants. Elle va me donner des consignes pour chacun de mes enfants. Je ne sais pas si je vis dans une autre dimension quand j'entends ça, ou si je suis bien, c'est bien réel, j'ai du mal. Je prends des notes comme quelqu'un de totalement habité. Et puis, elle va me demander de remercier également tous les gens qui sont venus à Jérusalem la voir, puisqu'elle est enterrée à Jérusalem. Elle va me demander de remercier toute cette communauté de gens, tous ces gens qui l'ont portée, qui l'ont aimée, qui ont prié. Voilà, et elle me dit également qu'elle me quitte aujourd'hui, qu'elle me quitte, il faut que j'accepte, qu'elle restera aujourd'hui proche de ses enfants, qu'elle restera dans la protection de ses enfants, mais qu'au moins aujourd'hui, il faut qu'elle me lâche la main, il faut que je lui lâche la main et que je continue ma vie. Voilà, ce sera le dernier message que j'aurai de Lydie. Alors, est-ce qu'on peut réaimer après avoir tant aimé? Alors, d'abord, il y a une chose qui était primordiale pour moi, c'était mes enfants. Sur son lit de mort, j'ai promis à ma femme d'être toujours là pour mes enfants, de les écouter, de les accompagner. Et j'ai toujours pensé que je devais le faire sans que j'ai quelqu'un à mes côtés, parce que je ne voulais pas artificiellement que quelqu'un s'occupe de mes enfants. Non pas que je ne crois pas aux familles recomposées, je crois simplement que les familles recomposées ne marchent que si de chaque côté, les enfants ont aussi leurs autres parents, ce qui n'était pas le cas pour mes enfants. Donc j'ai mis du temps d'abord pour ça. Je voulais que mes enfants grandissent, je voulais que mes enfants vivent avec moi, je voulais que mes enfants, j'avais beaucoup de gens autour de moi, j'avais beaucoup d'amour autour de moi, mais je voulais vraiment m'occuper de mes enfants, je ne voulais que personne d'autre s'en occupe. Et puis donc, vous aviez votre mère aussi. Hein. Pardon? Vous aviez votre mère. J'avais encore ma aussi. mère, Voilà, qui était bien déjà, là. Qui était bien là, qui s'était déjà beaucoup occupée de moi et qui a été une présence très rassurante pour mes enfants. C'était une mère combative, active. Et donc, c'était important pour mes enfants. Et puis, quand mon 3e enfant a quitté le nid, je me suis enfin autorisé à penser à moi. À penser à moi et à ma vie, à ma vie sentimentale. Est-ce que les enfants ont lu le livre? Est-ce que les enfants ont lu le 2e livre, oui. Celui qui est dédié à leur mère? Alors, s'ils ont lu le premier, qui était une histoire totalement fantasque sur leur grand-mère et sur ce qui m'était arrivé, le 2e, je n'ai qu'une de mes filles qui l'a lu. Mon fils et ma dernière ne l'ont pas lu. Toujours pas à ce jour? Non, on commençait à le lire. Mais le chapitre dédié à leur mère, alors qu'il n'y a pas de pathos et je ne m'attarde pas sur la maladie, ce n'était pas ça qui était intéressant, c'était comment avait vécu Lydie avant et comment nous avons vécu après. Non, ma dernière n'y arrive pas et mon fils non plus n'y arrive pas, donc je les laisse passer. J'espère que le temps fera qu'un jour ils auront envie d'ouvrir ce livre.
D'autant que vous avez respecté aussi le vœu de Lydie de son vivante, puisqu'elle ne parlait pas de sa maladie. Et donc, dans votre livre, ce n'est pas la maladie qui est au cœur du roman. Lydie s'était préservée elle-même, c'était sa manière de vivre cela. Comme cette maladie ne se voyait pas, comme elle n'avait subi aucun traitement de chimiothérapie ou d'autres traitements qui auraient pu l'avoir dégradée, c'est vrai qu'elle ne parlait pas de cette maladie. Beaucoup de gens autour de moi ont découvert en réalité que Lydie était malade à la lecture de ce livre, mais ils ne le savaient pas. Donc oui, j'ai respecté le fait que Lydie n'avait pas envie de parler de ça. Lydie, elle avait envie de parler de la vie et de la vie dans ses plus beaux aspects. C'est ce que j'ai fait. On a habillé notre malheur d'un sourire, de yeux allongés, d'un petit nez retroussé. Et puis on a fait que ce malheur est un joli visage. Et que, en tout cas, le visage du soleil qu'était leur maman. Alors vous avez une mère évidemment haute en couleurs, on le sait. On disait tout à l'heure que rien ne vous prédestinait à Lydie, sauf peut-être l'amour de votre mère et la volonté de votre mère. Est-ce que vous pensez que rien ne résiste à la volonté d'une mère? En tout cas, ce que je sais, je ne sais pas si rien résiste à la volonté d'une mère. Ce que je sais simplement, c'est que les parents en général, mais les mères notamment, savent exactement ce qui est bon pour leurs enfants. Ça paraît un peu démentiel ce que je dis, ça paraît peut-être même abusif, mais il y a une sorte d'instinct naturel d'une mère qui sait ce qui est bon pour son fils ou sa fille ou pour ses enfants. Vous savez, ma mère me racontait que lorsqu'est né mon troisième frère, il y avait ce qu'on appelle une circoncision dans l'hôtel-restaurant qu'avaient mes parents, dans le Marais, quand ils sont venus en France. Et il y avait beaucoup de monde lors de cette circoncision, avec un rabbin qui avait fait donc la prière, qui avait circoncis l'enfant. Et donc, ma mère avait déjà deux petites filles et mon frère qui venait d'arriver. Et donc, on a donné à ma mère mon frère pour qu'elle lui donne le sein. Mais au moment où on lui a donné, elle a dit « Où est ma fille ?» en parlant de sa fille aînée, Jessica. « Où est ma fille ?» Et on lui a dit « Écoute Esther, ta fille, elle doit être avec des enfants, elle joue. » « Où est ma fille? Donnez-moi ma fille. » On lui dit, mais calme-toi, ta fille, elle doit être... Elle a enlevé mon frère, elle l'a donné à sa sœur. Elle a dit, il faut que je trouve ma fille. Et en fait, sa fille n'était pas dans le restaurant, visiblement. Et là, mon oncle lui dit, mais où est-ce que tu veux qu'on aille? Ils sont sortis du restaurant. Elle a dit, on va aller rue de la Verrerie. Ils sont partis rue de la Verrerie. Et ma sœur était dans les bras d'un homme qui avait enlevé ma sœur. Et donc, ma mère a couru. Elle a dit, voilà, ma fille, elle est là, dans les bras de ce type. Ce type était totalement pris au dépourvu. Visiblement, il avait enlevé ma sœur. Bon, évidemment, à l'époque, elle n'a pas appelé ni la police ni rien. Elle lui a donné une immense claque et elle a pris sa fille dans les bras. C'est ça, une mère. C'est-à-dire qu'il y a un instinct. Elle sait exactement. On ressent quand une mère porte en elle cet instinct maternel, cet instinct parental, j'ai envie de dire, parce que le père aussi, probablement, pourrait avoir aussi cet instinct. C'est ça. Et donc, oui, je pense que les parents savent ce qui est bon pour leurs enfants. D'ailleurs, on ressent souvent les maux somatiques de nos enfants lorsqu'ils sont loin de nous. Une enfant qui a, je ne sais pas moi, un bouton de fièvre à Lille, la maman a le même à Paris, par exemple. Bien sûr. Et quand on est père-mère comme vous, est-ce qu'on a double instinct? Oui, je pense que j'ai cet instinct. Moi, j'ai eu la chance, de par mon histoire que j'ai racontée dans le premier livre, j'ai été cet enfant qui ne marchait pas, qui est resté pendant 7 ans à 4 pattes dans un HLM du 13e arrondissement. Je vivais qu'avec des femmes, puisque tout le monde partait à l'école. Mon père partait à l'école, mes frères partaient à l'école. Et je n'avais pour seul univers ma mère. J'avais les voisines, mes sœurs quand elles revenaient de l'école, et qui étaient plus propices à discuter. Donc leur univers m'intéressait. Et Sylvie Vartan dans la télévision. On ne va pas l'oublier. Donc forcément, j'ai été biberonné par ce féminisme, je voyais ma mère qui réunissait toutes ses voisines, qui était une espèce de MLF de combat contre les maris qui abusaient parfois de leur pouvoir. Féministe et elle donnait des recommandations à toutes ces femmes. Donc oui, j'ai vu, et je pense que quand j'ai perdu Lydie, c'est vrai que cette féminité que je devais porter en moi parce que je l'avais connue plus que d'autres, m'a beaucoup aidé. D'ailleurs, le livre est adapté sur grand écran, bientôt un long métrage. Le premier et le deuxième, d'ailleurs, ils sont adaptés tous les deux. Le deuxième aussi? C'est un scoop, une partie des scènes, parce qu'ils ont lu le deuxième quand ils ont adapté
premier. premier. Et du coup, oui, les deux livres vont être adaptés au grand écran, sont adaptés au grand écran. Le film va sortir dans quelques mois. Il a pour titre, a priori, Ma mère Dieu et Sylvie Vartan. Et c'est Léla Becti qui joue Esther, donc ma mère, de l'âge de 30 ans où je suis né à 85 ans. Donc elle est juste prodigieuse, vraiment prodigieuse. Jonathan Cohen joue mon rôle à partir de 25 ans. Joséphine Japy joue ma femme, Lydie. Et Sylvie Vartan joue son propre rôle. À la fin, elle entre dans la boucle et elle fait la rencontre du fameux Roland, donc Jonathan Cohen, à qui elle demande de devenir son avocat. Cette histoire insensée, effectivement portée à l'écran. Alors le film est au montage. Vous avez vu les premières images? J'ai vu 7 minutes et demie du film, qui est l'espèce d'extrait qui est montré à Cannes pour être vendu à l'international. Et je vous avoue que j'ai eu beaucoup de mal, parce que ce film est bouleversant d'émotions. C'est à la fois une comédie quand même, parce que ma mère était très drôle, mais c'est aussi extrêmement bouleversant. Et puis je vous dis, Léla Becti est juste inouïe. Et Jonathan Cohen aussi d'ailleurs, ils sont juste inouïs tous les deux. Le prochain livre concernera les enfants? Oui, les petits-enfants? Ça s'appelle... je pose la question au hasard, hein, mais bon. Ça s'appelle Bonne fête des mères, papa. Ah ben c'est magnifique. Alors pensons à nos parents, Oui. et merci beaucoup Roland. Merci beaucoup à vous. Au revoir. Merci, au revoir. Si ces témoignages vous ont plu, n'hésitez pas à nous écouter tous les soirs, du lundi au dimanche, dans la libre antenne d'Europe 1, entre 22h et 1h du matin, tous les soirs en direct. Cette antenne est la vôtre, vous le savez, un numéro de téléphone que vous connaissez bien, le 01 80 20 39 21, numéro non surtaxé. Vous pouvez aussi nous laisser vos SMS au 7 39 21, précédé du mot nuit. À très vite.